La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Sur l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, disait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre en 1941. De fait, cette célèbre phrase est encore aujourd'hui d'une remarquable modernité politique. Car les problèmes économiques, ethniques, religieux et culturels du Moyen-Orient se complexifient toujours plus quand les Occidentaux espèrent les résoudre avec des idées simples. Dans ces conditions, de l'importante rébellion du peuple iranien contre la République islamique depuis le 16 septembre 2022, à l'affirmation du nouveau régime des talibans depuis le retrait américain, cette région cultive toujours la conflictualité permanente et le désordre stratégique. En Israël, la droite nationaliste de Netanyahou est réinvestie depuis le 29 décembre 2022, le Qatar reste ambigu entre sa Coupe du Monde et ses financements extérieurs, le Liban s'écroule, quand les prochaines élections présidentielles en Turquie laissent entrevoir l'affaiblissement politique de Recep Tayyip Erdogan. Alors, pour mieux comprendre les multiples enjeux tant énergétiques que politiques qui se jouent aujourd'hui dans la région du Moyen-Orient, nous recevons le géographe Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du conflit syrien et du Moyen-Orient et maître de conférences de géopolitique à l'université Lyon 2. Vous êtes également chercheur associé au Washington Institute et vous publiez récemment Syrie et Liban, communautarisme et pouvoir aux presses universitaires Rhin et Danube. Donc tout d'abord, dans un contexte de guerre en Ukraine, les manifestations en Iran déstabilisent la République islamique, un soutien stratégique de la Russie. Donc comment expliquer selon vous l'ampleur de cette rébellion et doit-on s'attendre à long terme à une chute du régime du Shah ? Une chute du régime des mollahs, vous voulez dire, parce que le Shah, il est parti en 79. Donc oui, à terme, on peut s'attendre effectivement à une chute de la République islamique. En fait, beaucoup d'analystes font le parallèle entre l'Iran d'aujourd'hui et puis l'Allemagne de l'Est des années 80. C'est-à-dire un pays où le régime était gouverné par des vieillards qui vivaient toujours à un autre âge, dans le souvenir de la résistance contre le nazisme qui les avait portés au pouvoir avec l'aide de l'Union soviétique. Bon là c'est un peu le cas, on est déjà quand même plus de 40 ans après la révolution islamique de 79. Donc ce régime n'a pas su se renouveler, il est de plus en plus en porte-à-faux par rapport aux aspirations de la population, on l'a vu, puisque les revendications portaient sur les mœurs, sur le fait de ne plus être obligé de porter le voile pour les femmes, d'avoir plus de liberté. Et finalement, l'Iran, le régime a lâché là-dessus, puisqu'aujourd'hui, en Iran, les femmes ne portent plus le voile, on ne les condamne plus pour cela. Mais enfin, il reste évidemment tous les problèmes économiques, les blocages qu'il y a dans le pays. Donc on peut dire que d'ici une dizaine d'années, on peut espérer voir ce régime changer, peut-être pas tomber, mais changer. En tout cas, au moins évoluer vers un modèle toujours autoritaire, évidemment, qui se rapprocherait évidemment, par exemple, du modèle algérien ou du modèle égyptien. Donc toujours une autocratie, mais avec beaucoup plus de liberté des mœurs pour la population, et surtout une séparation entre l'Église et l'État. De même, avec donc cette agressivité croissante de Téhéran, selon le président Emmanuel Macron, quelle stratégie adopte la France d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Iran, et à terme, quelles seraient les conséquences justement de ce changement de régime ? Alors la France par rapport à l'Iran, elle est assez ambiguë. Alors d'un côté, on a des otages en Iran, on a donc Charlie Hebdo qui publie des caricatures contre le régime, donc une condamnation du régime sans appel par une partie des dirigeants français, notamment par ceux qu'on appelle la secte, c'est-à-dire les néoconservateurs qui sont au Quai d'Orsay et qui veulent un changement de régime en Iran, et puis d'autres qui ont une position plus souple, dont fait partie Emmanuel Macron, pour des raisons très, très pragmatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la France veut espérer retrouver une certaine place au Moyen-Orient, notamment en Irak, où on espère avoir des contrats, eh bien, il faut être souple avec les Iraniens, parce que c'est eux qui ont la clé, évidemment, de tout ce qu'on pourrait faire en Irak. Donc, c'est assez ambigu, la position de la France.
On sait que Macron, lui est plus pragmatique, mais au Quai d'Orsay, parmi les élites politiques françaises, il y a vraiment une volonté d'aller à la confrontation avec l'Iran. Et donc, dans ce contexte de désordre populaire iranien, il y a aussi la guerre au Yémen, qui nourrit toujours un schéma de conflit, dans le cadre de la rivalité entre l'Iran, qui se sont désormais encerclés, et l'Arabie saoudite. Donc, quelles sont les origines de ce conflit et quelle est la perception saoudienne de ce conflit peu médiatisé et d'une façon générale, quel rôle y jouent les États-Unis notamment? Alors le conflit yéménite, oui, on l'a oublié un petit peu, il faut moins parler de lui. Bon, ça a commencé il y a déjà 15 ans avec cette révolte de la périphérie nord des Houthis, qui sont les chiites zaïdites, par rapport au centre. Le président Saleh à l'époque, mais qui lui aussi était Houthi, donc on n'était pas du tout à l'époque dans un conflit sunnite-chiite, on était plutôt dans un conflit centre-périphérie, puisque Aden, le Yémen Sud, lui aussi se révoltait contre le centre et le régime de Saleh. Et puis, guerre civile s'en est suivie, et à partir de 2014-2015, là, on s'est retrouvé effectivement dans un conflit sunnite-chiite, avec les Iraniens qui soutenaient les Houthis, qui soutenaient les chiites, zaïdites, et puis l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui soutiennent les sunnites. En fait, pour l'Iran, le Yémen, c'est un conflit secondaire, mais un conflit qui est très utile parce que ça permet de prendre à revers l'Arabie saoudite. Et je vous disais 2014-2015, c'est là qu'on voit la forte intervention de l'Iran au Yémen. Les Saoudiens vont se détourner de la Syrie, vont financer beaucoup moins l'opposition syrienne, parce que la crise au Yémen menace directement le territoire saoudien avec des tirs de missiles sur l'Arabie saoudite, avec une déstabilisation du sud de l'Arabie saoudite. Et donc pendant que les Saoudiens ont été occupés ces dernières années à essayer de résoudre le problème au Yémen, les Iraniens ont pu ainsi sauver le régime de Bachar el-Assad et étendre leur influence sur l'Irak, la Syrie et le Liban. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors par rapport au Yémen, les États-Unis, ce qui les dérange évidemment, c'est la route du pétrole, le détroit de Bab el-Mandeb, la peur que ce détroit puisse être fermé par des tirs de missiles en venant du Yémen. Ils ont aussi à un moment donné eu peur de la réaction saoudienne. Les Saoudiens étaient prêts à commettre un génocide au Yémen, fermer les ports, faire un blocus autour de la montagne yéménite où se trouvent les Zaïdites, et créer une famine. Donc là, tout de même, les Américains ont dit stop. Et du coup, les Saoudiens en veulent énormément aux États-Unis de ne pas les avoir laissés finir le travail, parce qu'à partir du Yémen, vous avez régulièrement des tirs de missiles sur les installations pétrolières saoudiennes, mais aussi émiraties. On se doute que c'est les Iraniens qui commanditent tout ça, évidemment, et qui menacent véritablement l'économie saoudienne. En tout cas, voilà, les deux camps aujourd'hui campent sur leur position, les Zaïdites d'un côté, les sunnites de l'autre, sunnites qui sont en train de se diviser, avec des gens qui sont pro-saoudiens et des gens qui sont pro-émiratis, parce qu'on voit que l'Arabie saoudite et les Émirats n'ont pas tout à fait la même stratégie dans la région. Les Émiratis voudraient que le Yémen du Sud renaisse, donc ils sont pour une partition du Yémen, ce qui leur permettrait comme ça de contrôler tout le golfe d'Aden, parce qu'ils font la même chose avec la Somalie, appuyant l'indépendance du Somaliland et du Puntland, pour pouvoir contrôler justement ce détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, tandis que les Saoudiens, eux, veulent un Yémen uni qu'ils puissent dominer, et qui leur donnerait accès justement à l'océan Indien, qui serait un débouché alternatif pour le pétrole saoudien, parce que jusqu'à présent le pétrole saoudien, il arrive en mer Rouge, il arrive dans le golfe Persique, deux mers qui potentiellement peuvent être fermées. Et par ailleurs, donc vous avez noté la division sunnite, et selon certains spécialistes, comme Antoine Babou, donc pour le journal Le Monde, le croissant chiite, lui aussi, qui forme toujours aujourd'hui l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, est désormais marqué par un chaos institutionnel et économique, avec donc une rareté du dollar. Donc selon vous, cet axe de la résistance pourrait-il aussi céder dans les années à venir? Et quelle est la situation sur place, donc celle des Turcs, et à la frontière avec la Syrie? Alors effectivement, la stratégie iranienne, c'est de construire un axe vers la Méditerranée, Irak, Syrie, Liban. Un axe idéologique, la lutte contre Israël, l'axe de la résistance, comme l'avait dit, mais aussi un axe défensif, protéger la frontière occidentale de l'Iran d'une éventuelle nouvelle attaque. C'est un régime qui a été marqué quand même par la guerre Iran-Irak des années 80. Et puis, ça a aussi une dimension économique.
Pour l'Iran, ils ont transformé l'Irak en espèce de colonie qui leur permet d'avoir des dollars, de contourner les sanctions américaines, d'exporter pour 10 à 20 milliards par an de marchandises, un pays qui est solvable, avec ses 5 millions d'exportations, 5 millions de barils jour qui sont produits par l'Irak, donc c'est un pays qui a de l'argent et qui ne produit pas grand-chose. Bon, la Syrie, c'est plus à fond perdu, mais c'est indispensable, c'est la clé de voûte de cet axe iranien. Et puis le Liban avec le Hezbollah, c'est la proximité avec Israël et la possibilité de pouvoir frapper Israël. 51e État américain, puisque la sécurité d'Israël, c'est considéré comme la sécurité intérieure des États-Unis. Donc c'est ça la stratégie iranienne. Alors ça se double aussi d'un appui sur les communautés chiites, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le croissant chiite. Le Hezbollah est chiite, le régime de Bachar el-Assad, l'Alawite, est dans la famille chiite. Puis en Irak, aujourd'hui, la majorité de la population est chiite et le gouvernement est chiite. Et il y a aussi une volonté de la part des Iraniens d'accroître cette population chiite par l'expulsion des sunnites. En Syrie, on a 7 à 8 millions de réfugiés. Alors, certes, il y a 1 million de chrétiens, mais il y a surtout 6 millions de sunnites qui ont été expulsés de Syrie et qui ne retourneront pas, donc ce qui renforce le poids des alaouites, des druzes, des pro-iraniens. En Irak, pareil, les sunnites sont marginalisés. Donc il y a une stratégie de chiitisation de cet espace à long terme. Ça c'est clair, parce que pour les Iraniens, c'est la meilleure chance de pouvoir rester dans cet espace. Alors il y a un chaos effectivement économique, comme le dit Bazous, les chutes de la Libye libanaise, l'érosion du dinar irakien, parlons pas de la Libye libanaise qui ne vaut que la Libye syrienne qui ne vaut quasiment plus rien, mais l'Iran tire son épingle du jeu de ce chaos. Le Hezbollah, avec l'argent des immigrés chiites, avec une aide de l'Iran, il a développé tout un système social au Liban qui lui permet d'augmenter son emprise sur la population chiite, complètement dépendante aujourd'hui des dispensaires du Hezbollah, du réseau éducatif et social du Hezbollah. En Syrie, c'est pareil. Bachar el-Assad, même avec peu de moyens, il est capable d'entretenir des milices. Un milicien en Syrie aujourd'hui, ça coûte $100 par jour. Donc avec de petits moyens, on peut s'imposer. De toute façon, on n'a jamais vu en période d'embargo, par exemple, un régime tomber. Au contraire, ça le renforce parce que ça rend les gens beaucoup plus dépendants du pouvoir. Et donc les Iraniens, malgré leur déboire économique, ils ont les moyens d'entretenir leur réseau. Évidemment, ça serait au détriment de la population. Alors, évidemment, si le régime iranien venait à changer, là, ça serait déterminant pour l'avenir de cet axe iranien, comme le changement de régime en Union soviétique a contribué évidemment à la chute des pays communistes d'Europe de l'Est. Mais attention, il y a quand même des dynamiques locales qui sont là, un conflit entre alaouites et sunnites en Syrie, entre chiites et sunnites au Liban. Si on prend le cas du Liban, aujourd'hui le Hezbollah est puissant, donc personne n'ose l'attaquer de front. Si demain le régime iranien change et que le Hezbollah s'affaiblit, on va voir les ennemis du Hezbollah redresser la tête, et ça peut conduire à une guerre civile dont l'issue est pas évidente. Donc on peut avoir encore un chaos supplémentaire, une flambée de violence dans cette région si on a cet acteur iranien qui s'affaiblit. Et en parallèle, après un regain de tension également au sein du territoire arménien, et face au blocage, on le sait, du corridor de Latchine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu une proposition de nomination, il me semble, au prix Nobel de la paix, donc avec le soutien de son allié pakistanais, alors même qu'il a fait condamner le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, donc son principal rival. Donc face à cet Iran déstabilisé, quel est selon vous l'avenir du régime d'Erdogan, et s'il venait à être remplacé lors des élections, quel est l'avenir de la Turquie finalement ? Je suis assez pessimiste sur la Turquie. Malheureusement, je ne pense pas qu'Erdogan puisse perdre les élections parce qu'il reste très populaire en Turquie, parce qu'il joue sur la corde nationaliste, il joue sur la corde islamiste. Et ça, c'est quand même deux éléments de base aujourd'hui de la société turque qui font qu'ils vont
que les Turcs vont voter pour lui. Vis-à-vis des opposants, il manie la répression. On le voit avec le maire d'Istanbul condamné pour injure à 2 ans et demi d'emprisonnement. Enfin, je sais pas s'il sera emprisonné, mais en tout cas, il sera inéligible et c'est quelqu'un qui aurait pu fédérer l'opposition et donc il ne pourra pas se présenter. Le HDP, le parti pro-kurde, lui, il est en passe d'être carrément interdit. Donc vraiment, on a quand même de gros doutes sur ces élections, sur la liberté de choix des électeurs. Si par hasard, évidemment, Erdogan était remplacé par un candidat kémaliste ou AKP modéré comme Davutoglu, une partie de l'AKP qui quitte Erdogan, on pourrait avoir un apaisement au niveau régional. Parce que Erdogan, aujourd'hui, vu ses déboires à l'intérieur, d'un point de vue économique, il mise beaucoup, finalement, sur son activité à l'international. Alors c'est pour ça qu'il y a cette histoire de nomination pour le prix Nobel de la paix. On voit pas bien ce qui pourrait peser en sa faveur. Alors évidemment, il joue sur son rôle médiateur dans le conflit ukrainien. Enfin, en revanche, en Syrie, en Irak, en Arménie, on peut pas dire qu'il a un rôle médiateur. Il a plutôt un rôle offensif. Bon, en tout cas, une chose qui est bonne, c'est que s'il candidate pour être prix Nobel de la paix, au moins, ça va pas l'encourager à lancer des offensives contre les Kurdes dans le nord de la Syrie et jeter de l'huile sur le feu dans le Caucase. Donc au moins jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'élection, peut-être que plus ensuite, lorsqu'il y aura le processus pour la désignation du prix Nobel de la paix, peut-être qu'il va se tenir tranquille au moins jusque-là. Radio Arménie, fréquence 102.6 à Lyon et 106.1 à Vienne. Nous recevons le géographe Fabrice Balanche. L'ambiguïté politique et environnementale du Moyen-Orient s'illustre par le cas du Qatar. On l'a vu avec le fait qu'il est allié de la Turquie. Donc entre affaiblissement des institutions européennes et rayonnement sportif, le Qatar s'apprête aussi à manquer d'eau d'ici 2050. Donc quelle est selon vous l'ampleur de l'entrisme financier et politico-religieux du Qatar dans nos institutions et son avenir en tant qu'État plus ou moins indispensable, notamment pour les États-Unis ? Alors le Qatar, c'est emblématique de ces pétromonarchies du Golfe qui ont émergé dans une zone désertique et qui vivent à grands frais environnemental grâce au gaz et au pétrole. Effectivement, le Qatar aura sans doute des problèmes d'eau d'ici 2050, mais enfin, avec les usines de dessalement d'eau de mer, avec leurs moyens, je pense qu'ils trouveront une solution à cette pénurie s'ils peuvent toujours à l'horizon 2050 compter sur leur manne gazière et pétrolière. Le Qatar, c'est un pays qui s'est positionné sur justement la médiation. Ils entretiennent de bons rapports avec tout le monde, avec les talibans, avec Daesh, avec Al-Qaïda, et ça permet ainsi de faire libérer des otages, comme c'était le cas pour des otages français ou américains en Syrie. Ça permet d'avoir des négociations entre les talibans et les Américains pour le départ d'Afghanistan. Et ça c'est vraiment leur valeur ajoutée par rapport aux Émirats ou l'Arabie Saoudite. Depuis 2013, depuis la chute de Morsi en Égypte, candidat président frère musulman soutenu par le Qatar a un peu renoncé à ses ambitions internationales, à l'émir du Qatar à vouloir devenir le nouveau Nasser en s'appuyant sur les frères musulmans pour dominer finalement le monde arabe, le monde musulman, être le nouveau phare du monde arabe. Et donc aujourd'hui, il se replie sur ce rôle de médiation. Évidemment, grâce à sa manne gazière, aujourd'hui, il a un gros avantage vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la Russie, enfin tous ces pays qui ont besoin de gaz, et comme l'Europe qui veulent se passer du gaz russe et qui vont donc devoir trouver une autre source de gaz. L'avantage du Qatar, c'est que très tôt, il a développé des usines de gaz liquéfié. Ça, c'est des gisements de gaz qui sont les plus flexibles au monde, justement, puisque un méthanier peut prendre la direction de la Chine ou de l'Europe sans trop de soucis. On est
beaucoup plus flexible que lorsqu'on a construit des gazoducs. Mais bon, toute la question autour du Qatar, c'est la mégalomanie des dirigeants qataris qui les conduit à faire d'énormes erreurs. C'est comme un petit pays qui n'a pas une grande antériorité au niveau diplomatique. C'est une politique qui tient à quelques personnes, avec d'énormes moyens financiers, effectivement, mais ça les conduit à faire des erreurs. Des erreurs qui se révèlent fatales ensuite pour eux. On a vu que leur soutien aux frères musulmans leur a valu un retour de flamme de la part des pays voisins, Arabie Saoudite, Émirats, qui ont organisé un blocus contre le Qatar ces dernières années. Et là, ce qu'on voit au Parlement européen, mais également l'entrisme qu'ils peuvent faire en France, en finançant les frères musulmans, en finançant des centres de recherche indépendants, soi-disant comme le CAREPS à Paris, le centre de recherche arabe qui est entièrement financé par le Qatar et qui aujourd'hui est exercé une espèce de magistère, d'hégémonie sur les recherches sur le monde arabe et l'islamologie en France. Il risque d'y avoir aussi un retour de flamme contre leur activité. Et sinon, au niveau des relations diplomatiques, quelles sont les positions diverses des pays du Moyen-Orient, donc que ce soit l'État d'Israël, la Turquie, l'arc chiite qu'on a évoqué au début, l'Arabie Saoudite ou même le Pakistan, sur la guerre en Ukraine? En somme, quel est l'impact de cette guerre sur la région du Moyen-Orient? Alors, le premier impact de la guerre en Ukraine, c'est que toutes les crises sont impliquées la Russie. C'est bloqué, que ce soit la Libye, que ce soit la Syrie. Aujourd'hui, le conflit syrien, on peut guère le régler puisque on est en guerre contre la Russie. Donc, on va pas se mettre autour d'une table pour parler sérieusement de la Syrie ou de la Libye. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est l'alimentation de beaucoup de pays du Moyen-Orient, comme l'Égypte, qui sont dépendants à plus de 80% de leurs importations de céréales. Et évidemment, ces céréales viennent de ceux qui ont de la disponibilité, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Et on a vu cet été le président Sisi se précipiter à Moscou pour trouver un arrangement avec Vladimir Poutine afin que le blé ukrainien et russe puisse continuer à alimenter l'Égypte sans que les cours en explosent, parce que là, ça voulait dire une nouvelle guerre civile en Égypte. Et ça, beaucoup de pays sont dans cette situation de dépendance alimentaire et craignent évidemment cette prolongation de cette crise ukrainienne. Ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement les pays arabes étaient assez neutres dans ce conflit. Ça les concerne pas. C'est un conflit entre les Occidentaux, entre l'Europe et les États-Unis et la Russie, et ils veulent pas s'en mêler. En tout cas, l'issue de cette guerre sera cruciale parce que si les Russes l'emportent, c'est vraiment une défaite pour l'Occident, et on verra tout un tas de pays proches de l'Occident finalement se tourner vers la Russie, chercher la Russie comme protecteur, c'est-à-dire vers le plus fort. Si la Russie perd, là en revanche la position des Occidentaux sera renforcée évidemment au Moyen-Orient. On évitera nouveau désengagement dans cette zone, mais bon, voilà, ça veut dire un conflit qui va durer et qui risque finalement de s'enliser sur la ligne de front actuelle. Et une fois que le conflit sera enlisé, on sait que pour en sortir, la Russie risque de relancer une offensive au Moyen-Orient. C'est ce qui s'était passé en 2014 lorsque le conflit était bloqué dans le Donbass. Ça a été l'intervention en Syrie. Mais il y a quand même un État qui essaie de jouer un double jeu, c'est la Turquie d'Erdogan, qu'on a évoqué au début, qui, il me semble, fournit des drones aux Ukrainiens. Donc, quelle est la vraie position de la Turquie, clairement, sur ce conflit? La vraie position de la Turquie, c'est profiter sur tous les tableaux de ce conflit. Vraiment, voilà, sans scrupule, absolument sans aucun scrupule. Donc, elle fournit des drones aux Ukrainiens, mais d'un autre côté, elle va continuer à soutenir la Russie sur d'autres terrains. Elle va bloquer l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Union européenne sous un faux prétexte. Elle va se faire payer très cher justement ce soutien à l'OTAN. Pourtant, elle fait partie de l'OTAN, mais elle monnaie ses services et en fait remet en cause finalement la sécurité de l'Europe.
pour pouvoir frapper les Kurdes, pour qu'on ne s'intéresse pas trop aux droits de l'homme en Turquie. Aujourd'hui, véritablement, Erdogan est un petit roi à l'est de l'Europe. Il peut soutenir l'Azerbaïdjan qui va éradiquer les Arméniens du Karabakh, voire prendre le sud de l'Arménie. On va pas s'émouvoir de cette politique. On va fermer les yeux parce que on veut à tout prix garder Erdogan au moins à égale distance des Russes et de l'OTAN. Et donc par ailleurs, dans un autre contexte, après l'élection de la droite nationaliste de Benyamin Netanyahou, l'effort d'apaisement avec le Liban et l'arc chiite s'illustre par un accord historique sur le gaz. Cependant, on a vu que l'Arabie saoudite refuse de reconnaître Israël au nom d'un État palestinien. Donc comment expliquer cette position au regard du cas des Émirats arabes unis dans les accords d'Abraham et de l'alliance avec les États-Unis ? L'Arabie saoudite soutient les accords d'Abraham, mais ne veut pas le faire officiellement, en fait. Ne veut pas de reconnaissance officielle parce que Mohammed Ben Salman a tout de même peur de heurter son opinion publique, les religieux, qui restent extrêmement puissants en Arabie saoudite. Il veut se garder aussi toujours une carte par rapport à une carte par rapport aux États-Unis. Comme je vous le disais à propos du Yémen, les Saoudiens ont quand même une dent à l'égard des Américains qui ne les ont pas laissés éliminer les Houthis au Yémen et qui aujourd'hui se retrouvent vraiment avec ce problème yéménite. Donc ne pas reconnaître Israël, ne pas signer officiellement les accords d'Abraham, voilà, c'est une limite qu'ils mettent en échange d'un feu vert américain vis-à-vis du Yémen. L'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman également, qui sort de son isolement avec, donc, comme vous l'avez noté, un manque d'intérêt pour les États-Unis et une visite exceptionnelle de Xi Jinping. Donc dans ce sens, face à une visite décevante de Joe Biden l'été dernier, quelle est l'influence de la Chine dans la région orientale et celle de son concurrent démographique, l'Inde ? Alors la Chine est de plus en plus présente au Moyen-Orient parce qu'elle a besoin de gaz, elle a besoin de pétrole. Aujourd'hui, la moitié du pétrole du Moyen-Orient prend la direction de la Chine. Les compagnies pétrolières chinoises exploitent la moitié du pétrole irakien, une plus petite part en Arabie Saoudite, mais elles cherchent à accroître leurs exploitations en Arabie Saoudite. Le Golfe, c'est aussi un énorme marché pour la Chine puisqu'il y a peu de production manufacturière dans cette région, donc les Chinois peuvent vendre énormément. Jusqu'à présent, c'était des marchés qui étaient plutôt captifs pour les États-Unis, pour l'Europe, et là, les Chinois sont en train de s'en emparer. Et puis, c'est des pays qui ont besoin d'investissements dans les infrastructures, et évidemment, les Chinois ont tout un catalogue de construction de voies de chemin de fer, de léoducs, de ports, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment des relations économiques que les Chinois veulent renforcer. Ils vont pas prendre parti dans les querelles politiques. La Chine a un partenariat stratégique avec l'Iran, mais elle a le même partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Donc c'est vraiment un soft power économique et éviter de rentrer dans les querelles politiques. Ce qui intéresse évidemment beaucoup, c'est les pays du Golfe, d'autant plus que la Chine ne prend pas parti par rapport à d'éventuels problèmes de droits de l'homme. Et concernant le régime des talibans, pour terminer, qui semble progressivement s'adapter, se rendre utile à certains États comme pour les routes de la soie pour la Chine, est-ce qu'on doit voir le refus des Occidentaux de reconnaître les talibans comme un handicap ou bien comme une preuve de lucidité politique ? Je pense que c'est de la lucidité politique. On peut pas reconnaître un régime comme celui des talibans, ça c'est clair. Après, les Russes, les Pakistanais et les Chinois, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, l'Afghanistan, il est perdu pour les Occidentaux. Il faut quand même bien le comprendre. C'est devenu un territoire aujourd'hui sous influence pakistanaise, russe et chinoise, les trois pays voisins. Pour les Chinois, c'est extrêmement important parce que vous avez un corridor une route de la soie qui passe entre l'Afghanistan et l'Inde à travers le Pakistan, à travers l'ouest de la Chine, qui descend jusqu'à l'océan Indien avec le fameux port de Gwadar que les Chinois ont construit dans le Baloutchistan pakistanais.
et qui permet ainsi à la Chine de contourner le détroit de Malacca, de contourner Ceylan, avec justement cette Inde qui pourrait vouloir, avec l'aide des États-Unis, bloquer des routes maritimes entre la Chine et l'Europe et le Moyen-Orient. Donc là, ils ont tout un réseau aujourd'hui de routes, et les fameuses routes de la soie qui partent vers l'ouest, mais ce corridor via le Pakistan est extrêmement important. Et pour ça, évidemment, il ne faut pas que l'Afghanistan soit une base américaine, il ne faut pas que l'Afghanistan soit aussi un foyer de déstabilisation qui pourrait contaminer le nord Pakistan et couper cette route. Eh bien, je vous remercie, Fabrice Balanche, d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on a fait le tour des questions du Moyen-Orient. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Lyon 2 et spécialiste du conflit syrien et du Moyen-Orient. Merci à vous. Merci. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.